Haïssam Jalal, flûtiste syrien originaire de Kasrembel, la ville dont les slogans de la révolution syrienne ont fait le tour du monde. Je vous invite, mesdames et messieurs, de commencer cette soirée avec une minute de silence en respect de nos martyrs, s'il vous plaît. Merci. Mesdames, messieurs, chers amis, merci d'être là aussi nombreux à ce forum. Au nom de l'association Souria Haria, nous remercions le théâtre 104 de nous avoir accueillis et nous remercions également tous les intervenants d'avoir accepté de témoigner de leur attachement à la cause syrienne. 21 mois de révolution dans les rues syriennes, nous ne pouvons que saluer le courage de ce peuple héroïque qui n'a pas cessé de défendre sa revendication à la liberté face à un régime qui ne recule devant rien pour réprimer cette révolution. Un régime qui démontre tous les jours davantage sa barbarie en utilisant tous ses moyens militaires pour détruire les villes et les villages du pays et qui mène une guerre sanglante contre les civils. L'association Souria Haria travaille aux côtés du peuple syrien depuis le début de sa révolution en mobilisant tous ses moyens pour soutenir son combat, pour informer et alerter l'opinion sur la réalité de la situation sur le terrain, pour renforcer la solidarité de tous autour de la juste cause du peuple syrien et pour apporter une aide humanitaire aux réfugiés et l'aide médicale pour soulager la souffrance des familles victimes de cette guerre. Souria Haria continuera son travail jusqu'à la chute du régime et veut participer à l'installation d'un nouvel État démocratique, un État de droit, de citoyenneté, d'égalité et de justice sociale. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt dans les luttes. Je passe la parole à Darina et Marcel. Territoire du néant de Samar Yazbek. Samar Yazbek, écrivaine syrienne militante, a publié récemment un ouvrage intitulé Feu croisé, journal de la révolution syrienne, qui relate les événements des 5 premiers mois de la révolution syrienne. Elle s'est réfugiée en France au mois de juillet 2011. Un an après, en juillet 2012, elle revient dans la région où vivent les réfugiés syriens en Turquie. Puis, elle entre clandestinement dans la région du nord de la Syrie pour témoigner du vécu des familles et des combattants de l'armée de Syrie libre. Voici le début de ces nouvelles chroniques. J'ignore ce qui me pousse à écrire ces portails du néant, ni pourquoi j'évoque ce jeune soldat dissident, mais dès que je ferme les yeux, son image surgit dans ma tête. Il a jeté son arme par terre et m'a demandé « Pardon », comme un enfant pour une faute qu'il n'a pas réellement commise. Comment aurait-il pu savoir que la personne qui lui faisait face était de la même communauté que ses anciens officiers à l'armée? Ce premier portail passe par l'hôpital contigu à la frontière syrienne. Un étage est réservé aux Syriens, admis en urgence après les bombardements. Dans les chambres exiguës règnent les odeurs des victimes couchées sur des draps blancs, avec leurs pieds sectionnés, leurs bras coupés, leurs yeux rêveurs. Leurs membres absents continuent de flotter dans le vide. En pénétrant dans la chambre de Diana, 5 ans, et de Sheima, 11 ans, le jeune militant qui m'accompagne me recommande de contrôler mon émotion. Diana est couchée, totalement résignée, pareil à un petit lapin blanc apeuré. Une balle s'est incrustée dans sa moelle épinière et lui a causé une paralysie permanente. Comment la balle n'a-t-elle pas broyé tout son petit corps délicat? À quoi pensait le sniper en dirigeant son arme sur le dos de la fillette qui traversait la rue pour aller acheter le halawa du petit déjeuner?
Plus tard, les femmes de la ville me racontent que le même sniper avait tiré sur une femme en visant son bas-ventre. C'est aussi le même qui avait tué une petite fille de 12 ans, le jour où j'ai quitté la ville, et c'est pourquoi les jeunes gens m'ont fait passer dans le labyrinthe des maisons pour m'éviter de traverser la rue que ce même sniper surplombait. Le lit de Shaima était à côté de celui de sa sœur. Un obus lui a arraché la jambe. Elle se tenait avec sa famille au seuil de leur maison. 9 membres de sa famille ont été tués, y compris sa mère. Shaima garde les yeux grands ouverts. Je pouvais y déceler une imploration et une colère retenue. Elle sourit quand je pose ma plante sur son front. Sa main gauche était broyée par un éclat d'obus. Son autre jambe aussi. Un grand pansement lui enveloppe le ventre et se termine en haut de la cuisse. Le vide occupe l'emplacement de la jambe coupée. Le vide délimite la forme de l'emplacement du membre absent. Nous-mêmes, ne sommes-nous pas l'accomplissement de l'absence? Aucun mot n'est capable de consoler cette petite fille aux yeux ravissants. Aucun mot, à part mes doigts sur son front et l'échange d'un furtif sourire muet. Shaima et Diana ne sont pas seuls à cet étage. Dans la chambre à côté, il y a un jeune homme qui attend l'ablation de sa jambe broyée en 1000 morceaux par un obus. Ses yeux éclatent de rire avant le restant de son visage. Un autre jeune attend que son pied hérisse de l'éclat d'obus pour rentrer combattre en Syrie. Il est commandant d'un groupe, mais il ressemble plutôt à un jeune premier de cinéma. Quel lien tissent les obus avec la jeunesse et la beauté? Dans le couloir gisent les membres ensanglantés des Syriens, dans l'attente du vide. Les jeunes gens couchés dans leur lit ont le corps à moitié déchiqueté. Ils gardent le visage tourné vers le pays tout proche, vers là où je poserai le pied pour pénétrer dans le territoire du néant, là où nous regarderons le ciel s'illuminer par l'explosion des obus au-dessous des villes endormies, là où nous prendrons notre premier dîner avec les membres d'une faction, là où je regarderai stupéfaite les jeunes gens en train de rire alors que les obus survoleront nos têtes. Portail 2. Aidé par une patrouille, le jeune homme de 19 ans devait traverser la rue pour parvenir jusqu'au checkpoint. Il hésitait. Allait-il traverser la rue, sachant que le sniper sur la terrasse d'en face visait tout passant qui quittait le trottoir? Il s'est enfin décidé et s'est dirigé vers les agents, le cœur serré. De toute façon, il était mort s'il n'obtempérait pas. Car ils allaient sûrement tirer sur lui. La probabilité d'être touché par le sniper était un peu moins sûre. Il s'est décidé enfin à traverser la rue et est allé discuter quelques minutes avec l'un des agents, puis il a appelé son père avec son téléphone portable pour lui demander d'apporter sa carte d'identité oubliée à la maison. Le père est arrivé et essoufflé, il s'est laissé tomber à genoux en tendant la carte à l'agent. Quelques minutes plus tard, le père et le fils ont disparu avec la patrouille. Le lendemain, le fils a été retrouvé mort. Il avait un grand trou au milieu du front. Les voisins ont dit que le canon du pistolet devait lui toucher le front quand la balle a été tirée. Le père, qu'on croyait arrêté par les services de sécurité, a été retrouvé assassiné, gisant parmi un tas d'autres cadavres dans un immeuble désaffecté que les services de sécurité utilisent pour exécuter leurs otages. Il ne s'était pas contenté d'une seule balle, son corps était troué de balles. Il portait aussi des plaies faites avec un couteau et son bras gauche était cassé. Les voisins ont dit que le père était mort en défendant son fils. Ici, la mort est l'unique héroïne. Toutes les histoires racontées par les gens tournent autour de la mort. Tout est relatif, sauf la grandeur absolue de la mort. Cet instant qui n'appartient pas au contexte temporel, au moment de traverser les barbelés dans la nuit noire, à l'endroit exact où les jeunes ont creusé un portail pour notre passage.
Des deux côtés de la frontière, les corps surgissent soudain, dans le noir. Nous avançons en aveugle. Nos épaules se touchent quelquefois. Nous entendons murmurer un « bonsoir ». Une voix qui s'éloigne, une autre qui s'approche. La frontière que les Syriens traversent de nuit n'est pas étendue. Les gens se croisent en lançant des salutations nocturnes, mais nombreux sont ceux qui se glissent furtivement sans saluer. Sur le chemin du retour, près des mêmes barbelés, nous rencontrons deux jeunes Tunisiens qui traversent aussi la frontière. L'un de mes compagnons dit avec amertume « Il n'est pas bon que le soutien et les allocations parviennent seulement à certaines factions de l'armée libre et pas équitablement à toutes. Les militants, les dissidents et les civils qui ne possèdent pas assez de munitions répètent souvent ces paroles comme un leitmotiv. Toutes les factions des provinces d'Idlib, de Hama, d'Alep ont besoin d'aide. Les hommes se débrouillent en vendant leurs affaires personnelles et les bijoux de leurs femmes. Ils s'entraident comme les membres d'une seule famille. Le commandant d'une faction me dit « Si ça continue, nous n'hésiterons pas à nous allier avec Satan en personne pour faire face au régime de Assad. » Ma gorge est nouée par les sanglots. Pourtant, je me suis juré que les larmes et le chagrin seraient pour plus tard. Merci Marcel et Darina. Bonsoir mesdames et messieurs. En mars 2011, les enfants de Dera l'ont écrit sur les murs. Un peu plus tard, Hamza al-Khatib, Tamar al-Shara, Hajar, les enfants syriens l'ont crié dans les rues. Les hommes, les femmes, tout le monde en Syrie, tout le monde qui cherche la liberté, qui cherche la dignité, tout le monde l'a crié, le peuple veut la chute du régime. Quelle était la réponse? La réponse était par des balles réelles, par de bombardements des villes, des quartiers résidentiels rasés à terre. Ce régime criminel a tout essayé de réprimer cette révolution que ne réclamait que la liberté et la dignité et la justice en Syrie. Quelle était la réponse de la communauté internationale? C'était le silence. Le silence est seulement le silence, et le silence tue. Il y avait un vide politique en Syrie pendant ces derniers 20 mois. Ce vide aussi, c'est une responsabilité des Syriens. C'est la responsabilité du courant de l'opposition. C'est une responsabilité des forces de la révolution syrienne. Cet automne, nous avons tous salué la formation de la coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition en Syrie. D'ailleurs, nous saluons la position de la France en reconnaissant cette coalition comme le seul représentant légitime du peuple syrien. Et nous invitons la France à encore et encore travailler avec la communauté internationale pour avoir la même reconnaissance. La coalition nationale syrienne représente un nouveau moyen pour accélérer la chute de ce régime criminel qui mène une guerre sans précédent, contre son peuple. Certains médias l'appellent une guerre civile, mais non, quand les avions militaires bombardent les civils, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre les civils. Agissons tous ensemble, agissons pour que
cette machine de guerre arrête. Agissons pour que le printemps syrien fleurisse. Agissons, ne disons pas qu'est-ce que j'irai faire. Ça amène à quoi mon action? Quelle que soit l'action, c'est utile. Parlez-en de la Syrie. Soyez aux côtés du peuple syrien. Ce forum, aujourd'hui, va parcourir cette histoire de la révolution syrienne, va parler de l'avenir de cette révolution. Il y aura plusieurs tables. Ces tables sont en collaboration avec, bien sûr, le journal Libération, lequel nous remercions pour son partenariat avec notre association. Nous remercions également, encore une fois, le Diable 204, le Diable du Rond-Point et les initiateurs de l'appel d'Avignon qui n'ont pas cessé depuis mai 2011 à être à côté de nous dans nos actions pour soutenir notre révolution, la révolution syrienne. Vive la lutte du peuple syrien, vive la révolution, vive la Syrie. Le premier débat va donc être animé par Ziad Majed, professeur en études du Moyen-Orient contemporain à l'Université américaine de Paris. Avec Jean-Pierre Fibu, ancien diplomate, professeur en Sciences Po Paris. Vladimir Glassman, ancien diplomate, chercheur arabisant. Shadi Abou Fakhel, fondateur du comité de coordination des quartiers de Damas en mars 2011, initiateur du collectif de secours au peuple syrien. Merci. Je suis honoré d'être parmi vous et parmi les amis qui sont derrière cette table. Donc on a, je pense, une demi-heure pour ne pas perdre beaucoup de temps. On va essayer de parcourir un peu cette révolution syrienne dans sa continuité. Elle s'inscrit évidemment dans ce moment historique qu'est le printemps arabe, mais il y a par rapport à la Syrie des conditions différentes, que ce soit au niveau de la société qui nous étonne chaque jour par sa détermination, son courage, sa créativité et sa volonté d'en finir avec 42 ans de dictature, et en même temps par son régime, un des régimes probablement les plus barbares, que ce soit par sa réaction à des demandes, comme Rabia l'avait dit, qui ont commencé avec des manifestations d'enfants et des appels à la liberté, ou par aussi la complexité de la région et de la Syrie. Le printemps arabe a suscité pas mal d'enthousiasme partout dans le monde. Malheureusement, ce n'a pas été le cas pour la Syrie, pour des raisons différentes, peut-être on aura le temps d'en parler. Je vais commencer par donner la parole à Vladimir Glassman, qui va peut-être parler de l'évolution de la situation politique en Syrie avant la révolution. Et je vous remercie d'avance. Ça marche. Sans revenir trop loin en arrière, pour faire de l'histoire, je voudrais rappeler quelques éléments de ce qu'a été la vie politique en Syrie entre 2000 et 2010. Ça me semble important pour comprendre que si la révolution syrienne recourt à des procédures qui lui sont propres, elle s'inscrit malgré tout dans le droit fil du combat politique mené par les militants et par les partis politiques au cours de la décennie écoulée. Lorsque Bachar el-Assad prend ses fonctions en juillet 2000, les partis politiques arabes, les seuls dont je parlerai ici parce que ça nous mènerait trop loin d'aborder aussi la question des partis kurdes et assyriens, sont répartis en deux grands ensembles. Le premier, le Front national progressiste, réunit autour du parti Baas les formations qui, pour des motifs idéologiques, mais aussi par opportunisme, ont accepté de se placer depuis 1972 sous l'égide du parti Baas, qui deviendra en 1973 parti dirigeant de l'État et de la société. Ce qui unit ces formations politiques, qui sont communistes, nassériennes et socialistes arabes, ce sont essentiellement trois choses. La priorité accordée aux questions nationales, autrement dit aux questions arabes ou panarabes. Deuxièmement, l'adhésion au socialisme et le rejet du libéralisme qui est perçu comme un instrument de promotion de l'impérialisme américain.
Et troisièmement, l'attachement à une laïcité rigoureuse qui est destinée aussi bien à interdire l'instruction du religieux dans le domaine politique qu'à protéger contre toute concurrence l'idéologie du parti Baas. Le second ensemble, le Rassemblement national démocratique, regroupe depuis 1979 5 formations politiques. Elles aussi sont communistes, nassériennes et socialistes arabes. Et ce qui les distingue, ce n'est pas l'idéologie, mais c'est qu'elles refusent d'être sous la coupe, sous l'égide du parti Baas et qu'elles recherchent la démocratie. En reprenant une catégorisation qui nous est familière, on pourrait dire qu'au début de la décennie 2000, le centre de gravité de la scène politique syrienne se situe résolument à gauche, ou au centre-gauche. 2 partis font alors cavalier seul, le Parti de l'Action communiste, qui est positionné, ou qu'on pourrait positionner à l'extrême gauche, et le Parti syrien national social, plus connu au Liban sous le PPS, Parti populaire syrien, qui, lui, est ainsi parti situé à droite. Il n'est pas question des frères musulmans, puisqu'ils sont absolument interdits en Syrie. Lorsque Bachar el-Assad prononce son discours d'intronisation le 17 juillet 2000 devant l'Assemblée du peuple, il semble entrouvrir une porte. Aussitôt, des intellectuels, dont le philosophe Antoun Bardissi, publient des lettres ouvertes à Bachar el-Assad dans lesquelles ils expriment les attentes de la population syrienne. Évidemment, ils ne reçoivent aucune réponse. Mais au même moment, des Syriens et des Syriennes commencent à se réunir partout. Ils ouvrent à travers le pays plusieurs dizaines de forums, de discussions et de débats. Ils expriment leurs doléances, ils formulent des propositions dans les domaines politiques, sociaux, économiques, culturels. Toutes les questions sont abordées, de l'éducation à la santé, en passant par le travail, la jeunesse et les droits de l'homme. Les militants du Baas qui le souhaitent ne sont pas exclus de ces forums, mais en règle générale, ils se montrent discrets et certains partagent en partie les critiques qui sont formulées contre le Baas, contre leur parti. Vient le moment où le régime considère qu'il ne peut plus rester silencieux. Suite à une conférence donnée le 5 septembre 2001 par le professeur Burhan Galloun au Forum de dialogue national, ouvert à son domicile par le député Riyad Seif, les arrestations commencent. Elles concernent une dizaine de personnes, choisies pour leur représentativité et condamnées pour l'exemple à 5 ans de prison. Seul le professeur Aref Dalilé, doyen de la faculté d'économie de Damas, a droit, en tant que membre de la communauté alawite, à une double peine. Il écope de 10 ans d'enfermement. En réduisant tout le monde au silence, les mukhabarat, les agents des services de renseignement, veulent mettre un terme à certains projets qui leur semblent dangereux. Ils redoutent en particulier la création par Riyad Seif d'un parti de la paix sociale. Ce serait une formation, du moins c'est son projet, une formation politique d'orientation libérale. Le régime y perçoit une tentative de récupération de la bourgeoisie traditionnelle. Celle-ci a commencé à le rallier après avoir constaté que la rigidité idéologique du parti Baas s'accommodait fort bien dans le domaine économique de pratiques libérales, à condition qu'elles soient inavouées et qu'elles soient génératrices de ressources. Le régime redoute également de le voir récupérer la nouvelle bourgeoisie, constituée à la faveur de l'ouverture économique contrôlée durant les années 90. Elle regroupe les fonctionnaires et les bureaucrates enrichis par la corruption que le pouvoir tolère, parce qu'elle lui permet de contrôler tout le monde, de tenir ses gens et d'acheter des allégeances. La tentative de Riyad Seif est loin d'être unique, et les arrestations, si elles modèrent l'ardeur des Syriens, ne parviennent pas à les paralyser. Les organisations de défense des droits de l'homme qui ont été créées tout à fait au début des années 2000 continuent leurs activités et organisent régulièrement des manifestations, aussi régulièrement réprimées. Or, on sait beaucoup moins, en général, qu'entre 2001 et 2008, plus d'une trentaine de partis politiques ont été annoncés en Syrie. Certes, en raison du verrouillage de la vie politique, aucun de ces projets, ou presque, ne voit effectivement le jour. Rares sont ceux qui dépassent le communiqué numéro 1 ou le communiqué de création. Mais malgré tout, ces annonces ne sont pas sans signification. Elles reflètent en effet des idées, des désirs et des intentions de la part de ceux qui en sont à l'origine. Or, que constate-t-on? Essentiellement 4 choses.
Premièrement, aucun des partis dont la création est annoncée ne revendique un positionnement nationaliste arabe. Puisque ces partis dépassent rarement le stade de projet, cette efflorescence traduit une aspiration des Syriens à prendre leur distance avec le discours dominant et à ramener vers le centre la vie politique de leur pays. La déclaration de Damas pour le changement national démocratique, notez bien les termes, déclaration de Damas pour le changement national, au sens syrien, démocratique, est rendue publique le 16 octobre 2005. Or, elle reflète précisément cette tendance, rédigée par quelques intellectuels, parmi lesquels figure Michel Quillot, et discutée avant sa publication avec l'avocat Ali El-Bayanouni, qui est le contrôleur général des Frères musulmans à l'époque. La déclaration ne prône pas une révolution brutale, immédiate et radicale, mais elle appelle à un passage pacifique, progressif et contrôlé en direction de la démocratie. Lors de sa publication, la déclaration a déjà été signée par le Rassemblement national démocratique, les 5 partis de l'opposition qui avaient refusé d'être sous l'égide du Baas, par la majorité des partis kurdes, par des organisations assyriennes, par les comités de relance de la société civile, etc. Cette déclaration a aussi été signée par plusieurs centaines de personnes, 250 je crois, ou à peu près. Outre Michel Quillot, Aref Dalilé et Riyad Seif, déjà mentionnés, on trouve le nom de l'avocat Riyad Turk, figure tutélaire du Parti communiste, bureau politique, rebaptisé bientôt Parti démocratique du peuple. On retrouve les cinéastes Omar Amiralay et Oussama Mohamed. On trouve l'activiste Rima Flihan, actuel porte-parole des comités locaux de coordination. On trouve le cheikh Jawdat Saïd, l'apôtre de la non-violence en Syrie. On trouve le cheikh Ahmed Sayasne, imam de la mosquée Omari de Daraa. On trouve le docteur Abdelrazak Ayi, membre fondateur des comités de la société civile. Samir Nashar, homme d'affaires à l'épingle, et retrouvera plus tard à la tête du Conseil national syrien. Haïssam El-Maleh, un avocat de Damas reconnu aussi pour sa défense des droits de l'homme. On trouve également l'ingénieur ou le cheikh, comme on veut, Ahmed Mouaz El-Khatib, ancien prédicateur de la mosquée des Omeyyades, qui a récemment été élu président de la coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne. Et on retrouve Sohail El-Attassi, pour ne citer que, qui est présidente du forum Jamal El-Attassi, qui est animatrice de la commission générale de la révolution syrienne et vice-présidente aujourd'hui de la coalition nationale. La déclaration de Damas est aussitôt critiquée, aussi bien par le régime que par certaines composantes de l'opposition. Il lui reproche de reléguer au second plan les questions nationales, au sens panarabe du terme, dont la déclaration sait, comme tous les Syriens, que le régime s'est depuis toujours servi de ces questions pour réduire au silence contestation à l'intérieur et toute revendication, au nom du principe « aucune voix ne doit se faire entendre au-dessus du bruit du canon ». Il lui reproche par ailleurs de ne pas défendre la laïcité, dont la déclaration sait, comme tous les Syriens, que le régime ne la met en avant que pour être le seul à jouer sur la corde confessionnelle. Et finalement, il lui reproche de promouvoir le libéralisme, dont la déclaration sait aussi, comme tous les Syriens, que le régime le met en œuvre, mais sans vouloir le reconnaître, autrement que sous la forme de l'économie sociale de marché. Le 1er décembre 2007, la déclaration de Damas tient son premier conseil national. Une fois encore, les mukhabarat interviennent, ils arrêtent 10 de ses responsables, qui est, comme cette fois-ci, de 2 ans et demi de prison. La révolution syrienne, qui débute dans les rues de Damas et sur Internet près de 2 mois avant le soulèvement de Daraa, à la mi-mars 2011, s'inscrit dans ce contexte. Les Syriens ne veulent plus être traités comme des sujets et être instrumentalisés par le pouvoir. Ils veulent être des citoyens. Ils ne se détournent pas de leurs frères arabes et ils ne négligent pas leurs frères palestiniens ou autres, mais ils veulent d'abord assurer leur avenir et celui de leurs enfants. Ils veulent se faire entendre. Et c'est faute de tribunes, de partis politiques et de médias autorisés à parler en leur nom qu'ils ont décidé de récupérer par eux-mêmes en descendant dans les rues et en boutant le régime dehors, ce à quoi ils ont droit. Ils espèrent aboutir là où ont échoué les partis politiques traditionnels dont ils partagent des idées, des revendications et des aspirations. Je vous remercie.
Merci Vladimir pour cet excellent exposé qui nous montre que dans la poursuite de ce qui s'est passé depuis 2000, on est en train de vivre aujourd'hui ces journées de révolution avec une nouvelle génération qui a certainement bénéficié d'un capital symbolique et politique important et qui mène aujourd'hui une lutte, que ce soit une lutte pacifique comme la révolution a commencé, comme elle continue de l'être dans plusieurs de ces aspects, ou même une lutte armée dans d'autres domaines. Je vais donner la parole à Jean-Pierre Filu qui va peut-être nous parler un peu plus du régime lui-même, pourquoi en Syrie on n'a pas vu le même scénario qu'on a vu peut-être dans d'autres pays. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous. Je suis très ému d'être avec vous ce soir et très reconnaissant aux organisateurs de cette manifestation de pouvoir ici, depuis Paris, partager l'esprit de résistance qui anime le peuple syrien face à ce régime abject et d'être ici ce soir 2 jours après que mon pays, la France, ait non seulement reconnu la Syrie réelle, la Syrie nouvelle, la Syrie pas de demain, la Syrie d'aujourd'hui, et qu'un ambassadeur de cette Syrie nouvelle ait été nommé dans notre capitale, Paris. Effectivement, la question qui se pose régulièrement, on a même un nombre assez impressionnant de fois interrogé sur les pourcentages entre la révolution et le régime, c'est mais comment fait-il pour tenir? C'est très simple, la terreur. La base de ce régime, c'est la terreur. Il n'a pas d'autre base. Il faut en être bien convaincu parce que cette terreur doit être défaite pour que le peuple puisse, comme l'a décrit Vladimir Glassman, réaliser enfin son droit à l'autodétermination. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit et le regretté Michel Seurat, disparu au Liban en 1986, a fait parfaitement décrit ce régime. C'est un état de barbarie. Non pas parce qu'il serait dans la mise en œuvre de la violence organisée, dans un sommet de l'horreur, mais tout simplement parce que la barbarie est son mode de fonctionnement. Parce qu'il ne peut pas traiter sa population autrement que par la barbarie. Et dès cette époque-là, Michel Seurat décrivait ce qui s'était passé pendant ce qui était une guerre civile à l'époque, entre 1979 et 1982, donc cette Assabiya. Et la Assabiya, ce n'est pas la communauté dominante, c'est le gang dominant, qui n'est pas du tout représentatif de la communauté alaouite, mais qui est effectivement cette bande qui a réussi à prendre en otage d'abord la communauté alaouite et ensuite le pays. Mais je crois que si on veut vraiment comprendre comment l'état de barbarie a pu tenir aussi longtemps, on ne peut pas faire l'impasse, et ça rejoint ce cri, le silence tue, c'est que l'état de barbarie n'existe que par le système international. Il n'a aucune légitimité intérieure, il n'existe que par le réseau de relations et d'ingérence dans lequel il se fonde, tout d'ailleurs sa capacité tout à fait impressionnante à jouer sur les crises des autres, à les manipuler, à être le pompier pyromane pour justifier au fond son maintien et sa perpétuation. On l'a vu encore récemment entre le Liban, la Turquie, l'Irak et la Jordanie, comment ce système joue. Alors j'insiste, ce système international renforce le régime, que les ingérences soient positives ou négatives. Une des façons dont le régime syrien est sorti de la grande crise de début des années 80, c'est l'invasion du Liban. Et c'est la mobilisation contre lui à l'époque dans le cadre de la nouvelle guerre froide, de l'administration Reagan et d'Israël de Begin, qui du coup a entraîné une polarisation qui finalement lui a permis de surmonter ce qu'on appelle alors ces années sombres. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit ce système qui ne tient plus que par l'international. Il ne tient plus que par l'international, que par en haut. Et qu'est-ce qu'il sait faire à sa population? Eh bien, il la bombarde. Il n'y a pas d'autre mode de relation avec son peuple que celui-ci, par avion et par l'artillerie. Et on voit que, qu'est-ce qu'a fait la Révolution? La Révolution, peu à peu, elle a réussi à couper tous les liens qui faisaient que
cet état de barbarie continuait encore à être ancré et enraciné dans la terre de Syrie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit un état suspendu. C'est pourquoi je crois qu'effectivement, après 21 mois de souffrance atroce, après une lutte pour l'autodétermination par la voie civile, qui a été contrainte par cet état de barbarie, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix pour éviter la liquidation collective que la militarisation, eh bien on voit ce peuple syrien, qui n'est ni meilleur ni pire qu'un autre, mais qui est sans doute plus résistant, pour une raison fort simple, c'est qu'il sait qu'il n'a pas le choix, parce que s'il recule, ce sera un bain de sang abominable, et d'ailleurs il ne reculera plus parce qu'il va gagner. Et la libération est proche, nous pouvons d'ores et déjà la sentir, nous pouvons sentir que non seulement le peuple syrien reprend en main son destin, dans cette lutte pour l'autodétermination d'un courage extraordinaire, mais qu'en faisant ainsi, eh bien d'une certaine façon, il reprend toute sa place dans le monde arabe, dans ce monde arabe en révolution, et que la révolution syrienne sera sans doute le grand tournant de cette révolution arabe qui a commencé il y a bientôt 2 ans. Et donc on voit la recomposition par le bas de cette société syrienne qui va mettre en œuvre, qui va mettre en jeu toute une série de forces dans la région. Et nous voyons enfin cette série nouvelle qui émerge. La libération est proche. Après la libération, effectivement, il y aura la vie avec toutes ses contradictions, avec une majorité, une opposition, avec d'ores et déjà aujourd'hui des forces qui veulent se distinguer de la coalition. C'est normal, ça ne veut pas dire que le chaos guette, ça veut tout simplement dire que la Syrie de demain est en train d'émerger. Il y aura beaucoup de ruines à relever, il y aura beaucoup de plaies à panser, mais la Syrie et son peuple auront gagné. Gloire aux martyrs de la révolution syrienne. Merci. Merci Jean-Pierre Figueux pour l'espoir et la clarté des propos et leur précision en même temps. Je vais enfin donner la parole à Shadi Abou Fakhr et je remercie d'avance notre ami Hassan Al-Archi qui est en train de traduire. Shadi a vécu toute sa vie en Syrie, il a été arrêté à 2 reprises durant la Révolution, il a passé à peu près 8 mois en prison et il est en France depuis 3 mois. Donc je vais lui donner la parole pour parler un peu de son vécu durant les mois qu'il a passé en Syrie après la Révolution. مرحبا جميعا. بعد الثورة المصرية والثورة التونسية والثورة اللي انتقلت أيضا إلى ليبيا وكثير من الدول العربية استيقظ الأمانة السوريين بأنهم ممكن يعملوا تغيير. Après la révolution, après le début de la révolution en Tunisie, ensuite en Égypte, en Libye, l'espoir est venu au peuple syrien pour qu'il puisse recontrôler sa destinée. بلشت تطلع مظاهرات أول يومين أو 3 أيام من الثورة وانتقلت بعدين فشلت بدرعا بسبب عنف هائل من النظام فجأة بيستخدمه من خلال إطلاق نار حية على الناس أدى إلى انطلاق السكان درعا بمظاهرات كبيرة جدا أدت إلى انطلاق هذه الثورة بهذا الزخم هائل. Donc la révolution, pour le début de la révolution, se sont formulés à Damas avec des petites manifs, un peu tous les 2 ou 3 jours. Mais le début réel s'est fait à Dera, à travers le premier martyr de la révolution qui est tombé, donc à Dera, et l'abus de la force qui a été utilisée par le régime pour réprimer les manifs à Dera. توسعت المظاهرات بكل المحافظات السورية بكل المناطق وبشكل متسارع جدا ومتصاعد جدا لدرجة انه فينا نقول انه صارت معظم المدن السورية او عدد هائل من المدن السورية مشاركة بالمظاهرات بكافة طوائفها وبكافة تقسيمات او الوان الطيف السوري. Donc les manifestations se sont élargies très vite, soit au niveau horizontal ou vertical, donc un peu partout en Syrie, les gens ont commencé à sortir dans la rue, sans vraiment de déterminants religieux ou ethniques.
كانت استراتيجية الثورة واضحة جدا هي بتحكي عن انه اعتماد استراتيجيات النضال السلمي التي تعتمد بالدرجة الأولى على التناقض ما بين سلوك الناس الحضاري ومطالبهم وقيمهم والقيم التي يطالبون بها والواقع الجديد الذي يرسمون تصورات عنه ضد الواقع الذي يفرض النظام من عنف من همجية من ديكتاتورية وقمع إلى ما هنالك من سلوك من النظام. Donc la stratégie de la révolution au début était très claire. Donc, la révolution a adopté le choix d'être un mouvement non violent et a formulé ses revendications. Donc il y a eu plusieurs revendications populaires qui ont été formulées au début face à une violence inexpliquée et barbare de la part du régime. انعكست هذه الاستراتيجية من خلال الشعارات التوافقية اللي تم أخذها من الثورة المصرية اللي بتحكي عن مدنية الثورة، بتحكي عن مدنية الدولة القادمة وديمقراطيتها والعدالة الاجتماعية ودولة المواطنة إلى ما هنالك من شعارات توافقية. Donc la plupart des slogans ont été pris en effet de ce qui s'est passé en Égypte et un peu avant en Tunisie. Donc les slogans brandés par les manifestants, c'était les demandes pour une citoyenneté, pour une démocratie et une justice sociale. بالإضافة للشعارات اللي تم الحديث فيها دائما أو إطلاقها بالإعلانات والمظاهرات يلي تحكي إنه واحد 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 الشعب السوري واحد إلى ما هنالك اللي بتم في أي صيغة طائفية أو أي صيغة دينية أو عنفية عن المظاهرات. Et donc bien sûr il y a eu une péculiarité syrienne, surtout pour essayer de réfuter tout ce qui est demande, si vous voulez, sectarienne, j'imagine, surtout après travers le slogan 1-1-1, le peuple syrien est un. الجزء الثاني من استراتيجية الثورة كان من خلال سلوك الثوار، يعني الثوار كانوا يطلعوا بمظاهرة بالشارع اللي عم يطلعوا في مظاهرة، أحيانا يقوموا بتنظيف الشارع بعد المظاهرة، إذا صار أي عطل أو أي شيء خرب ممكن إنه يعيدوا تصليحه بشكل مباشر، يعني فوري، إنه ما يأذوا أي عسكري، يهدفوا دائما للجنود يقدموا لهم الماء أحيانا، إلى ما هنالك من سلوكيات تثبت حضارية هيئة. Donc la deuxième partie de la stratégie était vraiment comment les manifestants se tenaient envers les forces de l'ordre. Donc ils distribuaient de l'eau aux forces de l'ordre, ils essayaient de ramasser toutes les ordures à la fin de la manif et ils aussi essayaient de réparer tout ce qu'ils ont endommagé durant la manifestation. بنفس الوقت أدرك النظام أنه هو ما عنده القدرة أن يواجه سلمية الثورة بسوريا، وأدرك أنه أساليب النضال السلمي اللي عم يتبعوها الثوار يجب إيقافها وحذف هذه الثورة عن المسار اللي هي ماشية فيه، فاتبع عدة أساليب بهذا الموضوع. Donc le régime ne pouvait vraiment pas faire face à la non-violence utilisée par les manifestants, donc il a essayé de changer un peu le terrain à travers. أولاً منع وسائل الإعلام من الدخول إلى سوريا، وهذا أدى إلى عدم إظهار الجانب، يعني كمحاولة لتشويه الجانب المضيء أو الحالة المضيئة والحضارية للثورة السورية من خلال منع التصوير وتشويه الصورة من خلال الدعاية الإعلامية اللي عم نقوم فيها والحديث عن قناصة وعن وإسلاميين إلى ما هنالك. من قصص المحور الثاني اللي كان عم يشتغل عليه هو العنف الهائل الذي استخدمه، بحيث انه هو راهن على عدم قدرة السوريين على احتمال العنف المفرط اللي عم يقوم فيه، وبالتالي سيقومون بالتوجه نحو السلاح. هذا الحكي فعلا استمر بعنف هائل ادى الى موت الالاف من السوريين لفتره طويله من الثوره. ظلت بحدود 7 شهور الثوره السلميه او 8 شهور بالبدايه، قتل الالاف من السوريين، مئات الالاف اعتقلوا، عشرات الالاف فقدوا بشكل هائل بشكل كامل، والنظام استمر بالمراهنه على عدم قدره السوريين على تحمل هذا العنف.
وبلش يطلع في انشقاقات من الجيش النظامي. هي الانشقاقات البداية ما كانت تحمل سلاح وإنما تروح ترفض إطلاق النار وتروح تتخبى ما تحمل السلاح ضد النظام. Donc le régime ne pouvait plus faire face, donc, comme on avait dit plus tôt, à ce mouvement vraiment pacifiste. Donc il a adopté deux stratégies principales. La première stratégie a été de nier un accès complet aux médias pour deux raisons. Première raison, ne pas montrer la civilité de la révolution. Et la deuxième raison, c'est pour qu'il puisse utiliser ses propres médias pour faire une propagande destructive de la révolution en la qualifiant d'islamiste, salafiste, fondamentaliste. La deuxième stratégie a été l'utilisation d'une violence vraiment insoutenable en espérant que les manifestants vont prendre les armes et donc de trouver une nouvelle légitimité pour combattre les insurgés. À travers 7 ou 8 mois de révolution pacifiste, on a eu plusieurs milliers de personnes tuées et le régime a continué dans son choix de violence, ce qu'on appelait en Syrie le choix de la solution militaire. À travers ces 7 ou 8 mois de révolution pacifiste, il y a eu plusieurs défections dans l'armée syrienne. Les premiers défecteurs, vraiment, les premiers déserteurs de l'armée ne combattaient pas, mais laissaient leurs armes et quittaient l'armée, ne tiraient pas sur les gens, quittaient l'armée et allaient se réfugier quelque part pour éviter de faire face au régime. تشكل الجيش الحربي السوري كانت مهمته الأساسية هي الدفاع عن المتظاهرين السلميين وبلش يكبر حتى تكون ما يدعى الجيش الحربي وصار في دفاع عسكري قوي جدا للثورة السورية مثل ما أنتم شايفين. الشيء الأهم ممكن نحكي عن الحالة السياسية بالثورة السورية والمشهد السياسي بالثورة السورية. بسوريا كأحزاب بالمعنى الحقيقي غير موجودة بالثورة السورية، فقط يمكن في حزبين أساسيين هن حزب الشعب اللي هو حزب ماركسي وحزب الإخوان المسلمين. ما باقي القوى أو باقي الائتلافات والأشكال المعارضة بسوريا بالمعنى التقليدي هي عبارة عن وبالتالي هي لا تحمل إيديولوجيا حقيقية. وهذا أدى إلى عدم قدرة السوريين على إنتاج خطاب سياسي واضح متكامل. طبعا هذا العامل يضاف إلى عوامل أخرى مثل عدم وجود منصات إعلامية خاصة بالثورة السورية يعني عدم العنف الهائل اللي عم يصير والتصاعد الهائل اللي عم يصير بالثورة اللي عم يمنع إنه الناس تقدر تاخذ نفس على الأقل حتى تقدر تحكي عن تصوراتها للمستقبل وتصورات وقراءتها لواقع الثورة بالمعنى السياسي. Donc, les déserteurs ont décidé de former l'armée syrienne libre, dont la première mission était de protéger les civils quand ils manifestaient. Ensuite, bien sûr, elle s'est développée en armes militaires donc de la révolution, comme vous le connaissez tous aujourd'hui. Mais ce que je voudrais parler aussi du côté politique de la révolution, il n'y a pas vraiment de partis politiques qui sont investis dans cette révolution. On peut peut-être parler des frères musulmans et aussi du Parti démocratique populaire, mais ce sont seulement ces deux partis qui ont vraiment essayé de s'investir, sinon le paysage politique de la révolution n'a pas été très bien établi. Il y a plusieurs raisons pour cela. Il n'y a pas eu un discours politique clair au nom de la révolution. À cause de la non-présence des médias, il n'y a pas de plateforme médiatique qui est disponible aux mains des révolutionnaires. Et le régime a continué d'utiliser une force et une violence acharnée, ce qui n'a pas permis aux révolutionnaires de pouvoir se regrouper ou d'avoir un moment de repos pour qu'ils puissent formuler leurs demandes politiques et leur vision politique pour le futur de la Syrie. طبعا هذا ادى الى عدم وجود صوره واضحه عن الثوره السوريه بالعموم. حاول ضغط الشارع السوري الاشكاليه، فحاول ان نقوم بمجموعه من الائتلافات او تشكيل ائتلاف واسع مستوى كل تنسيقيات الثوره السوريه، ولكن اعتقال حالته
القيام الاعتقالات الواسعة اللي صارت اللي عم تصير بشكل دوري، حالة القيام بهيك نوع من الائتلافات، واقتصر الخطاب السياسي للثورة السورية حاليا على الشعارات واللافتات والهتافات اللي بيطلقها المتظاهرين السوريين، وبعض الافكار الواسعه التي تحكي عن ارتباط الثوره السوريه بالثورات الربيع العربي من جهه، وارتباطها ايضا بالنضال العالمي نحو وحركه التحرر العالمي ضد القمع والديكتاتوريات، واهميتها هي الثوره في انتصارها نقطه محوريه نحو تقدم شعوب العالم المقهوره باتجاه تحقيق حريتها وكرامتها في مناطق واسعة من العالم بالعموم. شكرا. Donc ceci n'a pas permis d'établir une image claire de la révolution. Il y a eu plusieurs comités, donc il y a plusieurs coalitions qui ont essayé de se former à l'intérieur de la Syrie à travers les comités locaux ou à travers d'autres, s'établir sur le terrain à cause de la violence donc utilisée. Donc le discours politique principal donc c'est résumé dans des slogans et des cris qui ont été utilisés par les manifestants. Et bien sûr, la révolution syrienne a insisté à s'inscrire dans le printemps arabe et bien sûr dans le mouvement mondial face à la dictature et pour la démocratie. Merci. Merci à tout le monde.